Cette vidéo est le 6e épisode. Elle vise à apporter des preuves substantielles visant à attester que Haïti était la terre des rois, que les rois de France étaient les rois d'Haïti et que l'histoire de France est en réalité l'histoire d'Haïti. Aujourd'hui, nous allons prouver que Haïti est au centre de la terre, c'est-à-dire que Haïti est situé sur le noyau terrestre. Et c'est pourquoi l'Empire d'Haïti était le centre civilisationnel des Hébreux, c'est-à-dire le territoire central où toutes les décisions importantes étaient prises. Mais tout d'abord, définissons le mot Haïti qui s'écrit avec un Y et non pas avec un I ou I tréma. Comme nous pouvons le voir dans l'acte d'indépendance et la constitution du père fondateur, de celui qui rétablira l'Empire en 1804, qui est nul autre que Jacques Ier, connu également sous le nom de Dessalines. La mauvaise orthographe de Haïti avec un I tréma ou I vient des francs-maçons qui instaurèrent la République et la démocratie. En effet, lorsque les puissances occidentales complotèrent pour détruire l'Empire d'Haïti et que ce dernier fut détruit, ils vinrent avec cette nouvelle orthographe, dans le but de faire baisser en vibration le nom et son énergie, car l'énergie vient du nom et de la bonne orthographe du nom. Ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, que signifie Haïti? Tout d'abord, il faut savoir que l'île a deux noms, celui que vous connaissez Haïti et Quisqueya Boyo. Selon les Taïno, qui est en réalité un nom codé pour dire Siano, donc Haïtiano, donc désigner ceux venant de l'Empire d'Haïti, il est dit que Haïti signifie terre montagneuse et que Quisqueya signifie mère de toutes les terres ou mère de la terre. Comme on peut le voir dans le Harper New Monthly Magazine, publié en 1873, où l'on peut voir le passage suivant, Quisqueya, Mother of the Earth. Nous trouvons également la même définition du mot Quisqueya dans le Commerce Report, volume 4, publié en 1918. Dans le passage suivant, Quisqueya, meaning Mother of the Earth. Dans le livre intitulé Santo Domingo, publié en 1873, on y trouve la définition de Boyo. On peut lire le passage suivant, Boyo, which signify land of many villages or habitations. Donc nous pouvons dire que Boyo signifie maison. Donc Quisqueya Boyo signifie la mère de toutes les terres et ma maison. Et Haïti sous sa vraie orthographe est un nom codé signifiant Yati, c'est-à-dire la terre de Ya. C'est la raison pour laquelle ils ont modifié son orthographe. Maintenant que nous savons ce qu'est Haïti, nous allons prouver pourquoi elle a cette appellation. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que c'est en Haïti que l'énergie se trouvait. Alors nous allons le prouver. Le 21 octobre 2022, encore le 21, qui est un chiffre, je vous rappelle, symbolique pour Haïti, l'ONU a validé l'envoi d'une force internationale en Haïti. Ils avaient annoncé l'arrivée d'une force internationale dirigée par les Américains le 10 janvier 2023, mais cela ne s'est pas passé comme prévu, et ils ont changé de plan. Par la suite, ce fut au tour de la Jamaïque de vouloir intervenir en Haïti. Les Américains avaient réussi à convaincre les Jamaïcains en février 2023 d'intervenir militairement. Comme on peut le voir dans ce journal, la Jamaïque indiquait être prête à participer militairement à une force internationale. Cette déclaration fut de très courte durée, puisque la Jamaïque s'est par la suite rétractée et a passé le flambeau au Canada. Suite à ce nouvel échec, ils ont annoncé l'arrivée de la coalition militaire, cette fois-ci menée par le Canada. Mais Justin Trudeau s'est très vite rétracté. Et il a reconsidéré la question, comme en témoigne l'article ci-dessous. Le Canada a ensuite passé le flambeau au Kenya. Le Kenya, quant à lui, devait intervenir comme l'avait soutenu son président. Et c'est sans surprise que l'on apprendra que le Kenya, qui était si prompt à s'engager, va finalement faire marche arrière sur son intervention, comme les autres l'ont fait précédemment. Aujourd'hui, c'est au tour du Bénin d'annoncer son intervention en Haïti, avec l'envoi de 1000 hommes. Les Américains misent sur eux car ils pensent peut-être que les Béninois sont assez mystiques pour pouvoir entrer sur le territoire. Mais comme leurs prédécesseurs, ils reviendront sur leur décision et suspendront leur intervention. Mais pourquoi donc tous ces pays, après avoir accepté l'intervention, reviennent sur leur décision et refusent à tour de rôle? Comme je l'ai évoqué dans la précédente vidéo, Haïti a le champ magnétique le plus puissant de la Terre, car Haïti est en réalité au centre de la Terre. En effet, Haïti est situé sur le noyau terrestre, et ce noyau terrestre génère un champ magnétique qui empêche aujourd'hui une armée étrangère de pouvoir rentrer sur le territoire. Car ce qu'ils ne disent pas et dissimulent, c'est qu'ils ont bien essayé de se rendre sur le territoire via divers moyens, et à chaque tentative, cela a occasionné la mort de plusieurs de leurs soldats. Car à chaque tentative de leur part, le champ magnétique se met en place. Haïti se trouve au centre de la Terre comme nous pouvons le voir à travers cette carte, qui contient même les extraterres.
on aperçoit clairement que Haïti est au centre de toutes les terres. De plus, il est dit que Haïti possède le deuxième plus grand gisement d'iridium au monde, ce qui est faux, car Haïti possède 90% des réserves d'iridium dans le monde, ce qui fait donc d'Haïti le premier pays à détenir les plus grandes réserves d'iridium. Alors, question. Savez-vous pourquoi Haïti détient autant de réserves d'iridium? Quel est le mystère derrière cela? Car Haïti possède des montagnes d'iridium, de pure qualité. La raison est simple, l'iridium est produit en continu et en très grande quantité dans le noyau terrestre. Cet iridium remonte par la suite à la surface de la Terre. Comme d'après le site fastercapital.com qui a publié un article sur l'iridium. Dans cet article, il confirme que l'iridium est abondant dans le noyau terrestre et que l'iridium présent dans le noyau joue un rôle important dans le champ magnétique de la Terre. Or, Haïti possède le champ magnétique le plus puissant de la Terre, car Haïti détient les plus grandes réserves en iridium. Cet article confirme donc ce que nous avançons. Ceci prouve encore une fois que Haïti se trouve sur le noyau terrestre et c'est à partir de ce même iridium que se constitue le champ magnétique de la Terre. Pour ceux ayant regardé le film Wakanda, le métal qui est à la base de toute leur technologie et leur puissance est le vibranium. Le vibranium correspond dans la vie réelle à l'iridium, ce métal qui est l'un des plus rares au monde et vaut 3 fois plus que le prix de l'or, c'est-à-dire plus de 6 000 $ l'once. Il ne provient en réalité pas d'une météorite comme il laisse à penser, mais provient directement du noyau de la Terre, là où il est formé. D'ailleurs, dans le film Wakanda, le fils de T'Challa est né en Haïti. Ceci fait référence à la bataille finale qui doit se dérouler là-bas. L'iridium permettrait des avancées technologiques qui n'ont pour l'heure jamais encore été évoquées et qui dépassent l'entendement. L'élite ne peut pas quitter le dôme et échapper au jugement qui est en cours et avoir accès aux extraterres sans l'iridium d'Haïti. C'est la raison pour laquelle nous voyons des tweets tels que celui-ci sur Haïti de la part d'Elon Musk, celui qui s'est vu attribuer la mission par l'élite de percer le dôme. C'est pourquoi Haïti est aujourd'hui en bataille finale, et vous n'aurez de cesse d'entendre parler de cette île à l'échelle mondiale. Car l'horloge du monde est en Haïti, c'est sur Quisqueya, la mer des terres, que tout a commencé, c'est donc sur la mer des terres que tout finira. Peace. Cette vidéo est le premier épisode faisant suite à l'introduction sur la vérité sur la Révolution française et la Révolution haïtienne. Elle vise à apporter des preuves substantielles visant à attester que Haïti était la terre des rois, et que les rois de France étaient les rois d'Haïti, et que l'histoire de France est en réalité l'histoire d'Haïti. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la présence autrefois abondante de nombreux châteaux en Haïti, dont certains demeurent visibles jusqu'à aujourd'hui. Intéressons-nous maintenant au livre intitulé Histoire d'Haïti, tome 5, écrit par Thomas Madiou, publié en 1818. Nous pouvons lire à la page 432 le passage suivant. La dotation de la reine se composait des châteaux, des délices de la reine, de la conquête, de la gloire, du diadème, de l'allégresse, de l'abondance, de la bonne grâce, de la montre-marie, de la candeur, de la rareté, de la bienveillance, de la félicité, de l'harmonie. La reine avait en sa possession 13 châteaux, tous situés dans la partie nord du royaume, car rappelons-le, en cette époque l'île d'Haïti était divisée en deux. Le royaume du nord était dirigé par Henri Christophe et le royaume du sud était dirigé par Alexandre Pétion. Regardons de plus près le château appelé les Délices de la Reine. Ce dernier a été cité dans le livre intitulé « Relation des glorieux événements qui ont porté leur majesté royale sur le trône d'Haïti », écrit par le comte de Limonade, publié en 1814. Nous pouvons lire à la page 73 le passage suivant. Monsieur Bernard Juste Hugonin, comte de Richeplaine, gouverneur du château des Délices de la Reine, procureur général de Sa Majesté. On voit ici que ce château était géré par les différents membres de la noblesse, en l'occurrence ici Monsieur Bernard Juste Hugonin. Revenons maintenant sur le livre intitulé Histoire d'Haïti, tome 5, écrit par Thomas Madiou, publié en 1818. Jetons un œil sur le passage suivant de la page 432. La dotation de la couronne se composait en outre de 10 châteaux qui étaient de jolies et élégantes maisons de plaisance. La Victoire, ci-devant Grand-Pré, Bellevue-le-Roi, le Manteau, le Sceptre, la Justice, le Protège, le Collier, l'Embuscade, la Belle Rivière, la Défaite. À travers ce passage, on voit que la couronne était composée de 10 châteaux. Examinons maintenant le livre intitulé D'Haïti depuis sa découverte jusqu'en 1824, écrit par M. Charles Malo, publié en 1825. Nous pouvons lire à la page 451 du livre le passage suivant. Le 4e chapitre renferme l'état de la maison du roi, de la reine, du prince royal et des princesses du sang, et celui des troupes de la maison du roi. On y fait mention de 9 palais royaux et de 8 châteaux. Un des palais se nomme le palais sans souci et un des châteaux, le château des délices de la reine.
La question maintenant légitime de se poser est donc la suivante. Où se trouvent tous ces châteaux mentionnés dans l'ancienne littérature aujourd'hui? Pourquoi ne trouve-t-on aucune trace de ces derniers? Nous tenterons de répondre à cette interrogation en fin de vidéo. Toujours dans le même livre, on peut lire le passage suivant à la page 432. Sans souci du cap Henri et de Saint-Marc, seul méritait le nom de palais. Il y a donc en réalité deux palais sans souci, mais nous n'avons d'informations que sur un palais. Celui du cap Henri, c'est-à-dire le cap haïtien. Intéressons-nous au palais sans souci, situé au cap haïtien, qui selon l'histoire officielle, aurait été érigé sous l'impulsion d'Henri Christophe en 1810. Les travaux, toujours selon cette histoire officielle, auraient été achevés en 1813, ce qui signifierait que le palais sans souci aurait été entièrement construit en seulement 3 ans. Le palais sans souci est un palais à l'européenne entouré de jardins. Il comporte des dépendances qui sont groupées en amphithéâtre sur environ 8 hectares. Il comprend la résidence royale, les édifices administratifs, les écuries, les prisons, les casernes, hôpital, les divers ateliers d'entretien et est agrémenté de bassins et de fontaines. La question légitime qui se pose est la suivante. Comment aurait-il été possible d'achever en seulement 3 ans le chantier d'un palais de style européen comprenant ses dépendances, le tout s'étendant sur une superficie de 8 hectares? Ces dates sont difficilement crédibles au vu de l'ampleur des constructions. Essayons de prouver nos affirmations par la littérature en consultant le livre Histoire d'Haïti par Thomas Madiou publié en 1818. Nous pouvons lire à la page 218 le passage suivant. Il fit célébrer avec la plus grande pompe l'anniversaire de l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1813 et le lendemain, il émit de son palais, de sans souci, une proclamation au peuple et à l'armée à l'occasion de cette fête. Selon l'histoire officielle, les travaux du palais sans souci se seraient terminés en 1813 et son inauguration aurait eu lieu la même année. Par ailleurs, le passage mentionne que le 1er janvier 1813, Christophe a célébré l'anniversaire de l'indépendance d'Haïti, suivi le lendemain, soit le 2 janvier 1813, par une proclamation adressée au peuple et à l'armée à l'occasion de cette fête. Cependant, il est illogique d'émettre une proclamation depuis un palais qui n'a pas encore été inauguré, car cette inauguration sert généralement de déclaration officielle de mise en fonction auprès du peuple. Enfin, le palais ne peut pas non plus avoir été inauguré le 1er janvier, car cette date était réservée à la célébration de l'anniversaire de l'indépendance. Ceci prouve donc que la date de mise en fonction de 1813 du palais est fausse, car le palais était déjà en fonction avant l'année d'achèvement des travaux, c'est-à-dire 1813, ce qui rend caduques les dates communiquées par l'histoire officielle et ce qui prouve que le palais était beaucoup plus ancien que cela et que l'histoire officielle dissimule ce fait. Un autre passage prouve cela. À la page 191, nous lisons ceci. À cet égard, il écrivit du palais de Sans Souci le 22 décembre 1812 au duc de la Grande Rivière. Comment aurait-il pu rédiger depuis son palais alors qu'en 1812 ce dernier était censé être en cours de travaux et n'avait pas encore été inauguré, cette inauguration étant prévue pour l'année 1813. Ceci prouve donc encore la falsification des dates des édifices. Intéressons-nous maintenant à la citadelle La Ferrière. Que sait-on sur la citadelle La Ferrière? D'après l'histoire officielle, la citadelle La Ferrière, aussi connue sous le nom de citadelle Henri Christophe, est un bâtiment militaire qui aurait été construit en 1804 à Milhaud dans le département du Nord. Selon l'histoire officielle, sa construction durera 14 années, donc 1818 fut la date d'achèvement de la citadelle. Examinons maintenant le livre intitulé Géographie de l'île d'Haïti par Beaubrun-Ardouin, publié en 1832. On peut lire à la page 137 le passage suivant. Un immense matériel d'artillerie forme la défense de cette citadelle dont Christophe avait fait le boulevard de l'Indépendance contre l'invasion étrangère. Un coup de tonnerre en fit sauter une partie en 1817, en communiquant le feu à l'une de ses poudrières, mais elle fut réparée. Un assez grand logement est établi dans l'intérieur de la citadelle. Lisons également le passage extrait du livre intitulé Dictionnaire géographique et administratif universel d'Haïti à la page 357. La citadelle elle-même tombe en ruine. Un coup de foudre avait fendu les murs dans plusieurs endroits. Le 25 août 1817, en communiquant le feu à l'une des poudrières, mais la brèche fut réparée. Le prince Noël, frère de la reine, et le prince de Port-au-Prince y trouvèrent leur tombeau. Cela pose une interrogation, car le bâtiment est censé être en construction, et selon l'histoire officielle, les travaux se seraient achevés en 1818. Il est peu probable qu'un édifice en cours de construction puisse abriter à la fois des poudrières et des logements princiers avec des invités à l'intérieur. Ainsi, la présence de ces poudrières ainsi que ces logements princiers où le frère de la reine et le prince de Port-au-Prince y trouvèrent la mort en 1817
remettent en question les dates officielles de début et de fin de construction, suggérant que cet édifice est bien plus ancien que ce qui a été rapporté. À la lumière de ces découvertes, pourquoi ont-ils systématiquement modifié les dates de début et de fin de construction des palais, bâtiments militaires, châteaux, etc., afin qu'elles coïncident systématiquement avec la période de l'indépendance? La raison est simple. Ces dates ont été modifiées pour dissimuler le fait que ces constructions royales étaient très anciennes et que Haïti était effectivement la terre des rois, d'où le nom de la capitale Port-au-Prince ou encore Fort-Dauphin qui a été rebaptisé Fort-Liberté, le dauphin étant le fils du roi. La falsification de l'histoire d'Haïti est survenue durant les 40 années qui ont suivi la mort de Jacques Ier où on ne pouvait plus prononcer son nom. Quant à la question de l'emplacement des autres châteaux, palais et édifices, où sont-ils maintenant ? Beaucoup de châteaux ont été détruits durant l'invasion américaine en 1915, d'autres sont toujours visibles en République dominicaine. Pourquoi en République dominicaine? Car la République dominicaine appartient à Haïti. Avant 1845, l'île ne faisait qu'un. Voici la démonstration que Haïti était la terre des rois, le symbole de la monarchie. Voyage d'un naturaliste écrit par Michel-Étienne Descourtils, publié en 1809. On peut lire à la page 351 le passage suivant. Bientôt arrive à toute course 8 dragons porteurs d'un ordre de Dessalines, de me conduire au fort ainsi que monsieur sait, nos satellites ayant été sommés de ne pas répondre à nos questions. Prenons maintenant le livre intitulé « Bulletin de géographie historique et descriptive » publié en 1808. À la page 388, au deuxième paragraphe, on peut lire « Dessalines peut avoir 16 000 hommes d'infanterie enrégimentés et 200 hommes de cavalerie connus sous le nom de dragons de ligne. » Regardons maintenant le dictionnaire géographique et administratif universel d'Haïti. On peut lire au deuxième paragraphe. Un capitaine des dragons de l'Artibonite, nommé Charlotin Marcadieu, allait lui donner la mort lorsqu'il le reconnut. Passons au livre intitulé Histoire d'Haïti, écrit par Thomas Madiou fils, publié en 1848. On peut lire à la page 84 le passage suivant. Autour de Dessalines étaient rangés les dragons de la plaine de l'Artibonite, armés de longs sabres et la tête chargée de vieux casques ombragés de panaches verts. Enfin, intéressons-nous au livre intitulé Les œuvres de Louis XIV, tome 4. On peut lire à la page 126 au deuxième paragraphe le passage suivant. Le roi fait partir de Dinan, le 20 de ce mois, 20 compagnies et chevaux légers et 16 compagnies de dragons, pour se rendre à Maastricht, et sa majesté ordonne aux sieurs de Calvo de se mettre en compagnie le 26 avec cette cavalerie et dragons. On voit encore une fois que sous Louis XIV, certains régiments de l'armée étaient appelés dragons. Cela ne nous étonne pas, car comme je vous l'ai dit, la France faisait partie de l'Empire d'Haïti. C'est la raison pour laquelle les corps d'armée sous Louis XIV étaient les mêmes que sous Jacques Ier. Mais cela amène une question. Comme je vous l'ai dit, vous voyez que le dragon est présent partout, et dans une précédente vidéo, je vous avais dit que l'emblème des Hébreux est le dragon. Or, ceci soulève une question. Dans les faits, nous voyons l'importance des dragons chez les Hébreux, or dans la Bible, le dragon est qualifié de Satan. On comprend alors que la Bible a inversé les récits et la narrative. En fait, en partant de ce constat, on peut donc dire que tout a été inversé dans la Bible. Cette vidéo touche à sa fin, et sachez que nul ne peut combattre la vérité. Cette vidéo est le 11e épisode. Elle vise à apporter des preuves substantielles visant à attester que Haïti était la terre des rois et que l'histoire du monde est en réalité l'histoire d'Haïti. Aujourd'hui, nous parlerons de ce que représentait aux yeux du monde l'Empire d'Haïti. Cette vidéo a pour objectif de démontrer sa grandeur qui est méconnue par le grand public. En effet, à travers mes précédentes vidéos, vous avez pu entrevoir ce que représentait l'Empire d'Haïti. Mais cette présentation a pour objectif de saisir de manière concrète ce qu'il représentait à l'échelle mondiale. Nous révélerons des informations qui n'ont pour l'heure jamais été divulguées et qui ont été dissimulées pendant des siècles. Alors, comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, Haïti est la mère civilisatrice de toutes les tribus hébreux, et c'est en Haïti que les décisions importantes étaient prises. L'Empire d'Haïti avait de nombreux territoires. En effet, l'Empire d'Haïti était organisé en caciquats. L'histoire nous dit que l'île comportait 5 caciquats, mais en réalité, il y en avait 7. 7 caciquats pour 7 continents. Chaque caciquat administrant un continent. C'est du caciquat que la monarchie tire sa définition, car le caciquat, c'est la monarchie. Les cacicats administrés par l'Empire d'Haïti étaient les suivants. Le caciquat de Marienne, représentant le continent européen. Le caciquat de Maguen, représentant l'Amérique du Nord. Le caciquat de Maguana, représentant l'Amérique du Sud. Le caciquat de Higüey, représentant l'Afrique, dont le vrai nom est Éthiopia, qui fut renommé après la conférence de Berlin en 1885. Le caciquat de Zaragua, représentant le continent de l'Asie. Il y a 2 cacicats dont nous n'avons pas les noms, mais qui représentent l'Océanie et l'Antarctique. Oui, l'Antarctique, car avant sa glacification qui a été causée d'ailleurs par l'absence des Hébreux sur ce territoire, des populations y vivaient.
Chaque caciquat, c'est-à-dire chaque continent, était dirigé par un cacique. Prenons l'exemple de l'Europe, où la grande majorité des royaumes étaient hébreux. Le cacique d'Europe, avant la cessation du régime monarchique, était Louis XVI. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les bourgeois francs-maçons ont décidé de l'exécuter. Question. Comment l'Empire d'Haïti a-t-il réussi à contrôler tous les continents de la Terre alors que cela n'est mentionné dans aucun document historique officiel? Vous pourriez vous poser cette question, car il semble étrange qu'un tel empire ait pu régner sur les 7 continents sans laisser de traces évidentes dans l'histoire. Eh bien, je vais vous répondre. Ces informations existent bel et bien, mais elles ont été volontairement dissimulées pour empêcher la révélation de la vérité. Les autres nations connaissent bien l'Empire d'Haïti, car elles se sont alliées pour le détruire et ont compartimenté et dissimulé son histoire pour que nous ne soyons jamais en mesure de la retrouver. Mais aujourd'hui, la vérité refait surface, et l'histoire de l'Empire d'Haïti a été retrouvée malgré tous les efforts consentis pour la cacher. L'histoire de l'Empire d'Haïti est en réalité connue dans le monde, car beaucoup en parlent sans savoir qu'ils parlent de l'Empire d'Haïti. Son histoire a été dissimulée sous le nom de l'Empire mongol. Et pour ceux qui connaissent l'Empire mongol, c'est l'histoire de la Grande Tartarie. L'Empire d'Haïti est en réalité la Grande Tartarie, qui a disparu au cours des années 1800, et nous allons le prouver. L'histoire de l'Empire d'Haïti, c'est-à-dire l'histoire de la Grande Tartarie, commence avec la conquête des territoires sur plusieurs continents. Les Mongols ou Tartares ont conquis l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, toute l'Asie, tout le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique, dont le vrai nom est éthiopien. Ceux qu'on appelle Mongols ou Tartares étaient en réalité des Maures, c'est-à-dire les vrais Indiens d'Amérique mélanodermes, car la vraie Asie majeure, c'est l'Amérique, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Toutes les tribus hébreux qui ont participé aux conquêtes étaient éparpillés sur un très vaste territoire comprenant plusieurs continents. Les Mongols contrôlaient le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique par la suite avec l'Empire Congo qui faisait partie de la Grande Tartarie, c'est-à-dire l'Empire d'Haïti. Ils contrôlaient les Philippines, le Japon, le Vietnam, Taïwan, la Corée et d'autres territoires. Les Mongols ont conquis toute l'Europe, incluant la Russie. En effet, tous les rois d'Europe étaient en réalité des Tartares, et les Tartares étaient des Hébreux. Et ils étaient tous soumis au Grand Khan, c'est-à-dire au Grand Empereur. Tous les territoires de l'Empire d'Haïti ont été perdus durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est la Grande-Bretagne et les nations qui se sont partagés les territoires qui appartenaient autrefois à l'Empire d'Haïti. En faisant sombrer l'ancien ordre mondial, ils ont mis en place leur nouvel ordre mondial à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont Élisabeth II était à la tête. Cette première partie touche à sa fin. Dans la deuxième partie, nous verrons les éléments de preuve qui nous permettent d'affirmer que l'Empire mongol, c'est-à-dire la Grande Tartarie, était l'Empire d'Haïti. Pluie de bénédictions sur les vrais Juifs et sur les vrais Hébreux, partout dans le monde, que la lumière soit sur l'Empire d'Haïti et que les ténèbres s'abattent sur les ennemis des vrais Juifs et des vrais Hébreux, et sur les ennemis de l'Empire d'Haïti, et sachez que nul ne peut combattre la vérité. Cette vidéo est le 12e épisode. Elle a pour objectif de fournir des preuves substantielles attestant qu'Haïti était la terre des rois et que l'histoire du monde est en réalité l'histoire d'Haïti. Dans la vidéo précédente, j'ai affirmé que l'empire de la Grande Tartarie était en fait l'empire d'Haïti. Ce nouvel épisode a donc pour but de présenter les éléments de preuve soutenant cette affirmation. Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué que l'empire mongol est en réalité l'empire de la Tartarie. Les Mongols sont les Tartares, et en vérité, ils constituent le peuple Inca, dont le véritable nom est Inga. Et nous allons le prouver. Pour ce faire, examinons le livre intitulé Historical Researches of the Conquest Peru-Mexico, écrit par Allen Lord Sainte-Hélène, publié en 1827. Donc dans ce livre, on raconte la conquête des continents américains, c'est-à-dire Amérique du Nord et Amérique du Sud, par les Mongols, qui nous le verrons, sont en réalité les Incas, ou sous leur vraie appellation, les Inga. À la page 55, nous pouvons lire le passage suivant, que nous pouvons traduire par ceci. Le Pérou, comme le reste du monde, était à l'origine habité par des petites tribus indépendantes, différentes les unes des autres par leurs mœurs et leurs formes rudimentaires de politique. Toutes, cependant, étaient dites si peu civilisées qu'elles devaient être classées parmi les sauvages les plus arriérés d'Amérique, errant nus dans les forêts. Page 56. Ils étaient encore dans cet état quand, nous dit-on, il apparut sur les rives du lac Titicaca un homme et une femme de forme majestueuse, vêtus de vêtements décents. Ils étaient des personnes d'une excellente allure et beauté, et les vêtements qu'ils portaient devinrent par la suite les habits usuels des Incas, titre par lequel ils se décrivaient eux-mêmes. Les noms de ces personnages étaient Mango, qui reçut ensuite de ses sujets le titre de Capac,
ce qui signifie empereur unique, splendide, riche en vertu. Et celui de sa femme, qui aurait été sa sœur, était Koyamama Oeya Wako. Mango et Koyamama ont dit aux premières personnes qui sont venues à leur rencontre qu'ils étaient les enfants du soleil et de la lune, et que leur père, prenant pitié de la condition misérable de l'humanité, les avait envoyés pour les sauver de leur vie sauvage, leur donner des lois et leur enseigner. Ces passages confirment que les Mongols sont des Incas. Mango Capac et Mama Koya furent respectivement le premier empereur et la première impératrice de l'Empire mongol, et donc de la Grande Tartarie. Ils en sont les fondateurs. Un autre élément notable est que Mama Koya est à la fois la sœur et l'épouse de Mango Capac. Cela ne vous rappelle-t-il rien ? C'est de cette histoire qu'ils ont tiré le récit du personnage d'Abraham dans la Bible, dont l'épouse Sarah est également sa sœur, tout comme Mama Koya pour Mango Capac. Le parallèle va plus loin. Dans la Bible, Abraham est le patriarche de la lignée des Hébreux. De la même manière, Mango Capac est le premier empereur et fondateur de l'Empire mongol, c'est-à-dire de la Grande Tartarie, qui, comme nous le verrons, est en réalité l'Empire d'Haïti. Le véritable patriarche est donc Mango Capac et non Abraham. Par ailleurs, ces passages expliquent également pourquoi la conquête de tous ces territoires a eu lieu. Ils souhaitent civiliser l'humanité, qui vivait dans des conditions déplorables, et leur transmettre la connaissance et des lois pour les élever. Enfin, un dernier élément retient notre attention. Mango Capac et Mama Koya se disaient être les enfants du soleil et de la lune. L'expression « fils du soleil » ne vous rappelle-t-elle rien ? En effet, cette appellation d'enfant du soleil nous est très familière. Durant la Révolution haïtienne, l'armée et la population de l'Empire d'Haïti étaient également appelées l'armée des Incas et les fils du soleil, par la population et par l'empereur Jacques Ier. Cela est évoqué dans le livre intitulé « Histoire d'Haïti » par Thomas Madiou, publié en 1803. On peut lire à la page 451 le passage suivant. Dessalines fut reconnu par ses troupes chef suprême des indigènes. Il établit le siège de son gouvernement à la Petite Rivière et donna aux populations soumises à son autorité le nom d'Inca ou enfant du soleil. Il conserva le drapeau tricolore après lui avoir arraché les armes françaises. Il déclara qu'il avait rompu éternellement avec les Blancs, qu'il ne traiterait même jamais avec eux, que les indigènes vivraient dans l'indépendance ou se feraient immoler jusqu'au dernier. Il n'expédia pas des émissaires auprès des chefs des insurgés du Nord pour les exhorter à reconnaître son autorité. Il leur envoya des ordres. Il se présenta aux masses comme un guerrier indispensable, comme l'officier général le plus ancien, le seul qui eut des droits réels au commandement en chef. Il se disposa à attaquer comme rebelle, tout en combattant les Français. Quiconque des chefs indigènes n'obéirait pas à ses ordres. Il tenait son quartier général tantôt à Marchand, tantôt à la ville, le plus souvent à la Petite Rivière. Il avait peu de munitions, ses soldats avaient rarement plus de 3 cartouches chacun. Quand ils attaquaient un poste français au qui-vive, des sentinelles, ils répondaient « Fils du soleil ». Il y en a encore. Nous savons que les Mongols sont des Incas, c'est-à-dire des fils du soleil, et nous savons que la population de l'Empire d'Haïti était également appelée Inca ou fils du soleil, de manière interchangeable. Par conséquent, notre lien est désormais établi. Les Incas sont des Hébreux. Et pour ceux qui douteraient ou se demanderaient si les Mongols, c'est-à-dire les Incas ou Inga en question étaient noirs, je vous invite à voir le tableau ci-après représentant les 14 successeurs de Mango Capac et Mama Koya, avant falsification, et dont le 14e est Charles Quint, qui n'est autre que l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Il est un Inca ou Inga, c'est la raison pour laquelle il figure sur la liste des Incas, car il est un descendant direct de Mango Capac et Mama Koya. L'empire de la Grande Tartarie était dirigé par un grand khan. Vous vous demandez peut-être ce qu'est un grand khan. La définition du grand khan nous est donnée dans le livre intitulé « Deux voyages en Asie au XIIIe siècle ». On peut lire à la page 149 le passage suivant. Après une marche de plusieurs mois, ils arrivèrent à la cour de Kubilai, le plus grand roi des Tartares, autrement dit le grand khan, qui signifie roi des rois. D'autres éléments de réponse nous sont rapportés par le livre intitulé « Récréation philologique » par Génin, publié en 1856. Dans ce livre, on y voit la définition de Khan, où on peut lire que c'est un titre de dignité répondant à celui de Beyli. Ce radical Khan appartient à la langue tartare, où il signifie roi, prince, chef. Le grand Khan de Tartarie commandait au Khan inférieur, Gengis Khan. Ainsi, le grand Khan était le roi des Incas, c'est-à-dire l'empereur. Maintenant que nous avons établi que l'empire mongol était un empire inca, il nous faut démontrer que l'empire mongol ou l'empire de la Grande Tartarie correspond bel et bien à l'empire d'Haïti. Pour cela, nous allons nous référer au même livre que précédemment, intitulé « La conquête du Pérou et du Mexique par les Mongols ». Lisons à la page 10 le deuxième paragraphe.
Les récits de Marco Polo et de Sir John Mandeville avaient enflammé l'imagination de Colomb, au point qu'il était convaincu qu'il pouvait atteindre les Indes orientales en naviguant vers l'ouest. Grâce au voyage de ces auteurs, il était alors connu qu'un empire immensément vaste était aux mains des Mongols, également appelés Tartares. Lorsque Colomb, à son arrivée dans le Nouveau Monde, interrogea certains indigènes au sujet de l'or dont ils faisaient leurs ornements, ils lui répondirent « Kubanakan », et son esprit était tellement rempli des récits de Marco Polo et des Indes orientales. Il les imaginait en train de parler du grand Khan Kublai, qui était l'empereur mongol de Chine, et de plus de la moitié de la population mondiale, lorsque Polo se trouvait dans ce pays. En effet, dans ces passages, on apprend que c'est en étudiant les écrits de Marco Polo et de Sir John Mandeville que Christophe Colomb décida de rejoindre les Indes par l'ouest. Christophe Colomb savait très bien où il allait, et était convaincu que l'Inde se trouvait à l'ouest, comme vous pouvez le voir sur cette carte. En réalité, l'Amérique, c'est les véritables Indes. Christophe Colomb recherchait l'or du Grand Khan et son royaume, qu'il savait situé sur la partie est des Indes. Il souhaitait atteindre la mystérieuse île de Cipango, où le Grand Khan avait établi son royaume. La première partie de cette vidéo touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie. Cette vidéo est le 13e épisode. Elle vise à apporter des preuves substantielles attestant que Haïti était la terre des rois et que l'histoire de la Grande Tartarie est en réalité l'histoire d'Haïti. Dans cette partie 2, nous allons démontrer que l'empire de la Grande Tartarie correspond bel et bien à l'empire d'Haïti. Petit rappel, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué que lorsque Christophe Colomb arriva dans ce qu'il appelait le Nouveau Monde, il demanda aux natifs d'où provenait l'or de leurs ornements. Les natifs lui répondirent « Kubanakan », un nom qui ressemble étrangement à Kublai Khan, le grand Khan de l'empire de la Grande Tartarie à cette époque. Christophe Colomb souhaita alors aller à sa rencontre sur l'île de Cipango, où le grand Khan avait établi son royaume central. Pour commencer, prenons le livre intitulé « Examen critique de l'histoire, de la géographie », écrit par Alexandre de Humboldt, publié en 1857. On peut lire à la page 45 le passage suivant. « Je reconnais que cette prétendue ruse était l'effet d'une persuasion intérieure. L'amiral, embarrassé de dire où il avait été, penchait pour cette île de Cipango, que l'itinéraire projeté de Toscanelli lui avait fait connaître en 1474, et qui occupait tellement son imagination que 5 jours avant la découverte de Guanahani, il déclara à Martin Alonso Pinzon qu'il valait mieux aller d'abord à la terre ferme de l'Asie, et puis aux îles parmi lesquelles se trouvait Cipango. Le fils de Colomb dit positivement que son père ne s'attendait à voir la terre que 750 lieues à l'ouest des Canaries, et qu'il aurait trouvé Haïti appelé alors Cipango s'il avait été plus au sud. Après la découverte de Guanahani, le 13 octobre, Colomb exprime encore dans son journal le désir de rencontrer Cipango. Mais avant d'y arriver, il longe la côte nord-ouest de Cuba, croit que c'est celle d'un continent et au plus à 100 lieues de distance des grandes villes du Catay, que d'après les récits de Marco Polo, Toscanelli lui avait vanté. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce passage? Dans ce passage, on apprend que la fameuse île de Cipango est en fait Haïti et que Christophe Colomb, en arrivant dans le Nouveau Monde, est arrivé d'abord à Cuba et qu'il souhaite se diriger vers Cipango. Pourquoi Cipango? Parce que Cipango avait été vanté par Marco Polo et Toscanelli. Et nous verrons pourquoi Christophe Colomb tenait tant à arriver sur cette île. Maintenant, lisons le livre intitulé Museo Scientifico Literario et Artistico, écrit par Torino, publié en 1846. Nous pouvons traduire ce passage suivant par l'amiral, croyant que ce son voulait indiquer Cipango, se dirigea dans cette direction, et après plusieurs jours de navigation, il atteignit un promontoire qu'il nomma Cap de Palme. Ayant appris que de là à Kubanakan, il n'y avait que 4 jours de marche. Il envoya dans cette direction 2 Espagnols avec de riches présents pour ce prince. Ceux-ci ne trouvèrent pas l'or désiré, mais découvrirent une chose très étrange. Ces peuples enroulaient quelques feuilles sèches pour en faire un tube, en allumant une extrémité et mettant l'autre à la bouche, absorbant et rejetant la fumée par les narines. Partant de là, ils subirent une furieuse tempête qui leur fit perdre de vue la Pinta, commandée par Alonso Pinzon. Tous les signaux furent inutiles. Les 2 navires arrivèrent à la pointe orientale de Cuba, que Colomb appela Alpha et Oméga, pensant que c'était la frontière de l'Asie. De loin, vers le sud-est apparurent de très hautes montagnes, l'île d'Haïti, couronnée de forêts verdoyantes. Le soir du 6 décembre, le port où ils arrivèrent fut nommé Saint-Nicolas, en raison de la fête de ce saint célébrée ce jour-là. Dans ce passage, on apprend que Christophe Colomb est à Cuba, et qu'il est à la recherche de Kublai Khan, le grand Khan. Il voit les natifs fumer le cigare. Par la suite,
Il comprend que le Grand Khan ne se trouve pas à l'endroit où il se trouve, car il n'est pas à Cipango, et que Cipango se trouve sur l'île qu'il voit au loin, Haïti. Intéressons-nous maintenant au livre intitulé Ecclesiastical History of Newfoundland, publié en 1888. Lisons le passage suivant, que nous pouvons traduire par « Encore une fois, lorsqu'il a débarqué sur les rives du Nouveau Monde, après avoir d'abord rendu grâce à Dieu, sa première pensée fut pour l'or. Il déclara qu'il ne s'arrêtait nulle part avant d'avoir découvert la région de l'or, le royaume du Grand Khan, le roi des rois, dont Marco Polo au siècle précédent avait raconté de si merveilleuses histoires, de la belle ville de Kinsay, avec ses 12 000 ponts, ses grands marchés et canaux, ses palais et terrasses en marbre, ses bosquets et jardins, de Cambaluc, où les gens s'habillaient de tissus d'or, de batiste, de la plus fine étoffe et de fourrure d'hermine et de zibeline, de Cipango, où le palais du Grand Khan était couvert de tuiles d'or et pavé de plaques du même métal précieux. Dans ce passage, Christophe Colomb nous fait les éloges de Cipango, qu'il a tiré des écrits de Marco Polo, et plus précisément de Kinsay, la ville où se trouve le royaume du Grand Khan, à Cipango. Christophe Colomb nous fait la description de tous les métaux précieux qui composent le royaume du Grand Khan. Lisons maintenant le livre intitulé History of the New World called America. Lisons à la page 139 le passage suivant, que nous pouvons traduire par « Colomb maintenant concluait que Cuba ne pouvait pas être Cipango, mais qu'elle n'était autre que le continent asiatique. Cipango pourrait peut-être être l'île riche située à l'est de Cuba, et où les natifs de Cuba l'assuraient que des pépites d'or pouvaient être ramassées en abondance à la lumière des torches sur le sable du rivage. Les Indiens de Nuevitas parlaient d'une grande ville à une distance considérable, et Colomb, concluant qu'elle ne pouvait être autre que Kinsay, la capitale du Grand Khan, envoya immédiatement une ambassade chargée de la lettre royale à ce potentat. L'ambassade était composée de 2 Espagnols, dont l'un était versé dans les langues orientales, ainsi qu'un Indien de Marijuana et un Indien de Cuba, qui se proposaient de les guider. Le 4e jour de leur absence, ils revinrent, car la grande ville s'avéra être une simple collection de 50 huttes indiennes. Colomb, entre-temps, s'était activement renseigné sur l'or. Toutes les informations qu'il obtint pointaient vers la grande île d'Haïti, située à l'est de Cuba, et que Colomb comprenait que les natifs appelaient boyo ou barbecue. Lisons le 2e paragraphe de la page 141, que nous pouvons traduire par ceci. Colomb croyait fermement que sa tâche était accomplie. Il croyait qu'à Cuba, il avait atteint le continent asiatique, à Haïti la riche île de Cipango, et que le reste des îles étaient les fameuses îles de l'archipel indien. Lisons maintenant le livre intitulé Encyclopédie théologique, publié en 1855. Lisons le passage suivant. Suivant la tradition des Péruviens, un homme nommé Mango Capac et une femme Mama Hueyo, Mama Coya, enfants du soleil tous deux, étaient venus primitivement d'une distance de 800 lieues et s'étaient arrêtés à l'endroit où s'élève actuellement la ville de Cusco qu'ils avaient fondée. Il y a ici une phrase qui retient notre attention et qui va nous permettre, encore une fois, d'attester la véracité de nos dires. Il est dit que Mango Capac et Mama Hueyo, qui est Mama Coya, venaient d'une distance de 800 lieues. Et c'est cette indication qui va donc nous permettre de calculer l'endroit d'où ils sont venus. En effet, 800 lieues est une ancienne unité de mesure. En convertissant 800 lieues en kilomètres, ceci nous donne 3862,43 km. Donc on sait que Mango Capac et Mama Coya ont parcouru environ 3862 km pour arriver à Cusco au Pérou. Et donc si Cipango, c'est-à-dire Haïti, est bien le royaume du Grand Khan, donc le royaume central de la Tartarie, Mango Capac et Mama Coya, qui sont les premiers empereurs et impératrices de cet empire, sont forcément partis d'Haïti pour arriver à Cusco, qui se trouve au Pérou. Nous allons donc calculer la distance qu'il y a entre Cusco et une ville d'Haïti prise au hasard pour prouver que Haïti est bien Cipango, et donc que le royaume du Grand Khan se trouvait bien à Haïti. En calculant la distance en prenant une ville comme le Cap Haïtien, nous obtenons 3697 km. Nous pouvons donc affirmer que Cipango est Haïti et que le royaume du Grand Khan se trouvait en Haïti. Cette vidéo touche à... Cette vidéo est le 29e épisode. Dans cette vidéo, nous allons parler de la carte des murs de glace où on y voit les extraterres, dont nous n'avons plus accès aujourd'hui. Commençons. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le manga L'Attaque des Titans, on parle des murs de glace. En effet, dans L'Attaque des Titans, il y a 3 murs qui correspondent aux 3 murs de glace qui délimitent les terres. Avec cette carte, je peux prouver qu'avant la chute de l'Empire d'Haïti, les Hébreux se déplaçaient dans les extraterres sans passer par la porte des étoiles. Ils étaient en mesure d'ouvrir des vortex
qui leur permettait d'arriver dans différentes terres en dehors des murs de glace. Ces connaissances d'ouverture de vortex est aujourd'hui une connaissance perdue, mais qui sera récupérée dans un futur proche. Alors, comment prouver que les Hébreux se déplaçaient dans les extraterres? Regardez maintenant sur cette carte. Il y a le nom d'une terre écrit en créole haïtien, Pays drôle, qui signifie en français pays étrange. Le nom est clairement un nom créole, il n'y a pas de doute là-dessus. Et l'écriture est en créole haïtien. Ce pays drôle est situé sur le 3e ring, donc au niveau du 3e mur de glace, très éloigné du premier mur où nous vivons tous. Ce qui prouve que l'Empire d'Haïti avait des terres en dehors des murs de glace et qu'il y a potentiellement encore des Hébreux qui vivent sur ces terres. Cette vidéo touche à sa fin et sachez que nul ne peut combattre la vérité.